selon les informations que nous avions, la provenance de cet argent est bien connue. C'est quelqu'un, un parent, voilà, à Cédric Balou qui a envoyé de l'argent, qui est bien connu, qui est un fonctionnaire, qui vivrait, je crois, à Londres. C'est ce que nous avions appris. Et pour cela, on ne peut pas quand même interpeller les gens. Mais tout à l'heure, nous disions, et c'est ce qui est curieux, parce que si Cédric n'avait pas appelé, il n'aurait pas su que sa belle-sœur était enlevée, avec son mari bien entendu. Et nous apprenions qu'il y a même la collègue de sa belle-sœur qui a été arrêtée le même jour. Donc, cela veut dire, après je peux me tromper, mais c'est un raisonnement chilosique, comme on l'appelle ça veut dire qu'il y a beaucoup d'autres Congolais qui sont probablement enlevés comme ça et que les parents ne savent pas qu'ils ont été enlevés. C'est probable, Christian Perrin, parce que là, nous sommes devant un cas où, si Balou n'avait pas appelé, il ne serait jamais au courant et personne, le monde ne serait pas au courant de ce qui est en train de se passer. Le cas de Lassie, on l'a su parce que son épouse a lancé des cris d'alarme, d'alerte à travers un des représentants du parti socialiste, Panouchi, qui est à l'extérieur, qui a été le premier à faire l'alerte. Bon, donc il y a bien certainement bien des cas comme ça qui se passent. Mais Christian, ce qui davantage choque, c'est qu'on se demande alors qu'est-ce que ce pouvoir veut, qu'est-ce que ces gouvernants veulent, pourquoi cet acharnement contre des citoyens qui n'ont rien fait de mal à l'encontre des intérêts de la République, à l'encontre des intérêts de la population, pendant que plusieurs autres citoyens commettent des actes graves, gravissimes, qui portent atteinte à l'intérêt général. Quand on parle des gens qui détournent des milliards, Christian Perrin, au détriment du trésor, au détriment donc de toute la collectivité congolaise, Oui, avec bien et sûr qui se... les implications que cela a, par exemple, dans nos hôpitaux où les gens meurent parce que les C'est hôpitaux ce que je manquent veux de dire. tout, parce que C'est voilà, ce que je veux pas dire, d'eau, pas que d'électricité. ces prélèvements, ces prédations, des sommes aussi éblouissantes au détriment du trésor public, donc au détriment du peuple de toute la République, sont impunis. Et c'est connu. Et on n'entend pas les responsables du PCT réagir. C'est leur gouvernant. Est-ce que cela veut également dire que désormais, tout Congolais opposé à la politique du Parti congolais du travail, puisque c'est ce parti qui est au pouvoir, j'allais dire le régime de Brazzaville, sera considéré comme une menace voilà, à la sûreté intérieure de l'État? C'est ce qui se vit, Christian Perrin. Ils disent que le président est toujours l'homme des actions concrètes. Mais comment on peut être homme des actions concrètes et le peuple croupi dans la misère chaque fois plus écrasante? Comment on peut être homme d'action concrète et le ministre des Finances vient dire que le pays est maintenant dans le gouffre financier? Donc, le peuple, nous devons prendre conscience, nous, partis politiques du rassemblement, nous allons finaliser d'ici là, on va faire la déclaration de notre rassemblement et nous allons descendre dans les arrondissements, dans les départements. Nous allons structurer rapidement notre rassemblement, n'en déplaise à l'administration du territoire, mais ils nous ont dit que nos partis ne sont pas dissous, nos partis ne sont pas sanctionnés. Ils nous ont dit conformez-vous à la loi. Comme si eux-mêmes ils se conformaient à la loi. Se conformer à la loi, ce n'est pas seulement demander aux partis d'avoir des représentations. Se conformer à la loi, c'est faire que la gouvernance soit orthodoxe.
Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Merci de suivre R7 et bienvenue dans ce tout autre numéro de Droit de Savoir. Avec moi sur ce plateau, Jean-Pierre Agningoy, ingénieur en chef des Eaux et Forêts, ancien secrétaire général au ministère des Eaux et Forêts, ancien secrétaire exécutif des aires protégées d'Afrique centrale, président du Parti du Peuple, le PAP. Jean-Pierre Agningoy, avec qui nous allons tenter de commenter l'actualité brûlante du Congo-Brazzaville. Nous sommes vendredi 18 juillet 2025. Bonjour Jean-Pierre Agningoy. Bonjour Christian Perrin, heureux de vous retrouver ce vendredi, ce début de week-end, on peut dire, après quelques semaines où j'ai été un peu en retrait pour des raisons, quelques problèmes de famille et de santé personnelle. Maintenant, c'est bon. Donc, je reviens au feu de l'activité, de l'actualité, je veux dire. Bon retour alors. En tout cas, merci d'accepter de commenter l'actualité du Congo avec nous. Les sujets sont nombreux et variés. Commençons par des violations graves des droits et libertés fondamentaux des Congolais par le régime Sassou Nguesso avec en toile de fond la série d'enlèvements opérés par la Centrale d'intelligence et de la documentation CID, anciennement appelée DGST, à 8 mois de l'élection présidentielle factice de mars 2026. Après l'épisode de la Siwiti où tous les Congolais se rappellent encore la cruauté avec laquelle il a été traité, kidnappé, séquestré, pendant 10 jours, torturé, empoisonné avant d'être jeté dans ma le encore et est très gravement malade à l'heure où nous réalisons cette émission. Nous apprenions aussi, il y a bientôt 10 jours, l'enlèvement de l'avocat Bob Kaben Masuka du barreau de Brazzaville, kidnappé depuis le 9 juillet dernier par des agents de la même CID et se trouve encore gardé dans leur cellule sans information sur sa santé ni sur le pourquoi de cet enlèvement. Et pas plus tard que hier, nous apprenions encore d'autres enlèvements, notamment d'un couple, toujours par la CID. Il s'agit ici de la belle-sœur du jeune opposant Cédric Balou. Sa belle-sœur Darel Kali Poiti a été enlevée avec son mari Armel Poiti au motif d'avoir réceptionné une transaction financière de la France. Le couple enlevé a des enfants qui se trouvent actuellement abandonnés à leur triste sort. Nous apprenons aussi qu'une collègue de la dame a été également mise aux arrêts le même jour. Une rafle qui commence à inquiéter. Comment expliquer ça? Oui, Christian Perrin, ce genre de faits se multiplient et plus nous nous approchons de l'échéance importante, je dirais même critique de 2026, il est assez curieux et très préoccupant de constater que des faits d'insécurité, mais non seulement de l'insécurité, mais disons de violation flagrante de la loi ou des lois de la République par les institutions de la République se multiplient, envoyant le message d'actions planifiées, préméditées, visant comme à terroriser les opposants et certainement à apeurer le peuple. Quand on ajoute à cela certaines déclarations des tenants du PCT qui parlent, ou du gouvernement qui parlent de remuer la plaie, Dans la plaie. déterrer la hache de guerre, et en essayant de mettre les mots sur l'opposition, alors qu'en réalité, quand on voit ces faits, on se rend compte que ce sont les institutions de la République, ce sont les représentants de l'État qui créent des situations très, très préoccupantes pour le peuple d'insécurité. Vous avez rappelé le cas de la Sibouti. Jusqu'à aujourd'hui,
après les déclarations controversées du porte-parole sur TV5, ensuite rétropédalage, mais après plus rien. On n'a jamais senti que les autorités de la République étaient préoccupées par le sort d'un citoyen congolais qui a été kidnappé chez lui en plein jour avant d'avoir été menacé euh, avec des tentatives d'assassinat et après avoir saisi les institutions judiciaires pour annoncer qu'il se sentait menacé, qu'il était en sécurité et demandait protection. Les institutions n'ont jamais réagi jusqu'au moment où on l'a enlevé. Il a subi tout ce qu'on lui a fait subir jusqu'à le jeter dans les conditions que vous avez rappelées, après avoir subi tout ce qu'il a subi. Et jusqu'à aujourd'hui, les pouvoirs publics ignorent pratiquement tout, comme si rien ne s'est passé. Et voilà, maintenant c'est le cas de l'avocat Bob Caben qui est enlevé. Les faits que je connais, c'est que à ma disposition, le 9, il est parti de chez lui, il a travaillé toute la journée et il a dû quitter son cabinet dans les environs de 19 heures. Et puis, il a été interpellé certainement avant d'arriver chez lui. Et jusqu'à aujourd'hui, il est détenu par la CID. Bon, les causes, on ne connaît pas encore. Peut-être qu'ils savent, mais l'opinion publique n'en sait rien. Oui, mais nous sommes quand même à plus presque bientôt 10 jours. On ne peut pas enlever quelqu'un comme ça en violation de toutes les procédures d'interpellation et le garder comme ça, sans rien dire, sans informer la population sur, bien sûr, les mobiles d'interpellation ou d'enlèvement, ou même sur sa santé, bien entendu. Bien sûr. Donc, voilà donc un autre cas qui diffère un peu de celui de Lassie parce que, au moins, tout de suite, les gens ont été informés et le corps des avocats, le barreau ou les barreaux de Brazzaville et de Pointe-Noire ont réagi vivement et à la hauteur de l'acte pour demander sa mise en liberté. Ils ont même décidé d'arrêter leur travail. Mais voilà, jusque-là, rien, aucune communication des pouvoirs publics sur la cause de l'arrestation, de l'interpellation de l'avocat et en violation, une fois de plus, des lois parce que c'est un avocat et il y a la loi la loi, je crois, 026-92 du 20 août 92 qui porte organisation du corps des avocats et qui prévoit un certain nombre de dispositions pour qu'un avocat soit interpellé. Il faut que le bâtonnier soit informé, il faut que le procureur soit informé. Tout ça, c'est pas fait et il est arrêté, interpellé depuis le 9. Nous sommes aujourd'hui le 18, donc ça fait déjà 9 jours, bientôt 10 jours. Ça rappelle le cas de Lassie. Il est resté disparu 10 jours. C'est au 10e jour qu'on l'a retrouvé dans une rivière. J'étais nu. Et là, voilà un avocat qu'on interpelle Oui, mais là depuis le encore, 9 pendant que vous et le nous dites, sommes au... Jean-Pierre Agnangoy, si Lassie avait été abandonné, jeté dans Madokoutié, qu'il faut rappeler que parce que Denis Sassou Nguesso était aussi attendu à Paris, en visite à Paris, et probablement qu'il avait eu cette pression pour le libérer, sinon peut-être qu'ils seraient même morts dans leur géole. Et aujourd'hui, nous sommes au 9e jour de l'enlèvement de l'avocat Ben Kaben Masuka. Nous n'avons aucune information. Il faut craindre qu'il soit également traité comme la Simbiti parce que moi, ça me rappelle un peu l'étudiante qui avait été aussi enlevée comme ça et qui a purgé plus d'une année à la maison d'arrêt
pour avoir réceptionné de l'argent qui venait de l'étranger. C'était le seul motif. Et là, la CID l'accusait d'atteinte à la sûreté de l'État. Et ici, nous semblons vivre la même chose. C'est devenu un chef d'accusation pour violer les droits, violer les lois. Mais quelqu'un disait, on ne viole pas la loi pour faire respecter la loi. Pour faire respecter la loi, il faut d'abord respecter la loi. Et si la matière de loi, on dit pour détenir quelqu'un, pour interpeller quelqu'un, il y a une procédure, mais les institutions ou les autorités ou les représentants de la loi, ceux qui sont chargés d'appliquer la loi, doivent appliquer cette loi, rien qu'en suivant les procédures. Comme on dit que tout prévenu a le bénéfice de l'innocence tant qu'il n'a pas encore été jugé, mais déjà aller prendre des gens, y compris même un avocat, sans observer les procédures requises pour interpeller un avocat, c'est comme plus loin des années passées, les cas du général Moukoko qui avait une immunité par son rang, par ses grades et titulaire des ordres nationaux qui ne permettaient pas, c'est un dignitaire qu'on ne pouvait pas l'arrêter comme ça. On l'a arrêté, on a fait fi de tout ce que prévoit la loi en la matière. Le ministre Kombi Salissan était député, là aussi, sans tenir compte de sa qualité de député, on l'a arrêté. Et de vers, pareil, on a eu un député en activité, mais c'est Manu Militaris, et après l'avoir détenu, qu'on cherche à lever son immunité. Donc on est dans un pays où on ne respecte pas, l'État ne respecte rien. Il y a un terrorisme d'État qui ne se cache même plus. Il est à ciel ouvert, ce terrorisme d'État. Et parallèlement, ou paradoxalement, je dirais, ceux qui méritent d'être appréhendés et même détenus et condamnés se pavanent librement dans le pays ou à l'extérieur. Les cas les plus récents d'incidents Vous que faites nous allusion avons, à qui? ben, À les quoi? cas de Ndongo Zidane qu'on a connu récemment, où est-il? Il est en France, non? Ou peut-être, il est même peut-être ailleurs, mais il est bien sorti tranquillement du Congo pendant que le procureur de la République avait euh, sorti des notes l'interdisant de sortir, mais il est quand même sorti. Il y avait des décisions de mandat international de recherche, mais il est sorti jusqu'aujourd'hui et puis on a annulé. Mais maintenant, cet avocat, qu'est-ce qu'il a fait? Et vous parliez également de la belle famille de mon jeune collaborateur Balou, qui est Oui. arrêté, qui est interpellé, fait l'objet d'interpellation à Pointe-Noire. Je venais d'avoir l'information ce matin même. Mais pourquoi? Pour quelle raison? On dit qu'elle aurait reçu de l'argent pour le nom pour le compte de Balou. Bon. Est-ce que recevoir l'argent dans ce pays devient un crime encore? Et quel montant? Entendez même. Je n'ai pas encore tous les détails de cette affaire, bien que ça concerne un proche collaborateur. Mais ça se passe à Pointe-Noire. Nous sommes à Brazzaville. Et lui-même, il dit d'ailleurs, c'est depuis 6 jours que sa belle-femme, plutôt sa belle-sœur et son mari ont été interpellés, mais il n'a été informé que hier parce qu'il voulait envoyer ses enfants passer les vacances là-bas. C'est en ce moment qu'on l'informe que sa belle-sœur est en ce moment dans les geôles de la CID avec son époux ou son fiancé. Alors, comment Et ça comprendre, veut dire Christian que s'il Perrin? n'avait pas, pardon, ça veut dire que s'il n'avait pas appelé pour les raisons que vous évoquiez tout à l'heure, il n'aurait pas su non plus que sa belle-sœur et son mari avaient été enlevés, c'est ça? Non, puisqu'il il n'était pas au courant, ça fait 6 jours. Et il est informé au 6e jour ou au 7e jour. Et quelle raison, quelle raison?
Est-ce que cet argent vient d'un réseau de terroristes pour venir terroriser le Congo? Mais est-ce que c'est le cas? Selon les informations que nous avions, la provenance de cet argent est bien connue. C'est quelqu'un, un parent, voilà, à Cédric Balou qui a envoyé de l'argent, qui est bien connu, qui est un fonctionnaire, qui vivrait, je crois, à Londres. C'est ce que nous avions appris. Et pour cela, on ne peut pas quand même interpeller les gens. Mais tout à l'heure, nous disions, et c'est ce qui est curieux, parce que si Cédric n'avait pas appelé, il n'aurait pas su que sa belle-sœur était enlevée, avec son mari bien entendu. Et nous apprenions qu'il y a même la collègue de sa belle-sœur qui a été arrêtée le même jour. Donc, cela veut dire, après je peux me tromper, mais c'est un raisonnement chilosique, comme on l'appelle ça veut dire qu'il y a beaucoup d'autres Congolais qui sont probablement enlevés comme ça et que les parents ne savent pas qu'ils ont été enlevés. C'est probable, Christian Perrin, parce que là, nous sommes devant un cas où si Balou n'avait pas appelé, il ne serait jamais au courant et personne, le monde ne serait pas au courant de ce qui est en train de se passer. Le cas de Lassie, on l'a su parce que son épouse a lancé des cris d'alarme, d'alerte à travers un des représentants du parti socialiste, Panouchi, qui est à l'extérieur, qui a été le premier à faire l'alerte. Bon, donc il y a bien certainement bien des cas comme ça qui se passent. Mais Christian, ce qui davantage choque, c'est qu'on se demande alors qu'est-ce que ce pouvoir veut, qu'est-ce que ces gouvernants veulent, pourquoi cet acharnement contre des citoyens qui n'ont rien fait de mal à l'encontre des intérêts de la République, à l'encontre des intérêts de la population, pendant que plusieurs autres citoyens commettent des actes graves, gravissimes, qui portent atteinte à l'intérêt général. Quand on parle des gens qui détournent des milliards, Christian Perrin, au détriment du trésor, au détriment donc de toute la collectivité congolaise. Oui, avec bien Et sûr qui se... les implications que cela a, par exemple, dans nos hôpitaux où les gens meurent parce que les C'est ce hôpitaux que je manquent veux de dire. tout, parce que C'est voilà, ce que je veux pas dire, d'eau, pas que d'électricité. ces prélèvements, ces prédations, des sommes aussi éblouissantes au détriment du trésor public, donc au détriment du peuple de toute la République, sont impunis. Et c'est connu. Et on n'entend pas les responsables du PCT réagir. C'est leur gouvernant. Et quand on s'attaque à eux, il y a quelqu'un, j'entendais dire, un représentant du PCT en France, et je ne connais pas son nom, qui retorquait à Yumbi, il dit c'est pas le PCT qui a pris l'arrêté qui supprime les partis. Mais tous ces actes posés par les institutions, que ce soit le Oui, mais c'est le gouvernement, que ce PCT qui est soit au la pouvoir. CNT, C'est le PCT qui est au mais pouvoir, ça on peut pas le nier. ce sont les dirigeants, tous ils sont d'ailleurs un lien direct avec le PCT. S'ils n'avaient pas de lien direct avec le PCT, ils n'assumeraient pas ces fonctions. Parce qu'aujourd'hui, il ne peut assumer les fonctions telles que ces fonctions stratégiques à la CID, au Trésor, aux finances, aux impôts, aux douanes. Ça ne peut être que les affidés du PCT ou du clan. Mais le clan, c'est encore le PCT. Aujourd'hui, PCT, clan au pouvoir, c'est la même chose. Gouvernant, c'est la même chose. On est dans un pouvoir du PCT. C'est le PCT qui nomme les préfets, qui nomme les sous-préfets, qui nomme les maires. Ils sont tous du PCT. Oui, mais Les comme par ministres, ils hasard, sont tous d'ailleurs, du pendant que vous PCT. le dites, Jean-Pierre Adiangoy, comme par hasard, cette note ou non, cet arrêté a été pris juste après que le porte-parole du Parti congolais du travail, Parfait Loki, ait réagi vivement contre l'annonce de la création du rassemblement des forces du changement. On a suivi tous ce que le PCT a dit, a déclaré suite à cette annonce. Le frémissement que nous constatons dans le microcosme politique aujourd'hui
de certains, un petit groupuscule de partis politiques qui se dit radical. Mais toutes ces histoires, nous les avons déjà vécues. Souvenez-vous de la conférence nationale. Ce que nous aimons souvent appeler l'escroquerie nationale organisée. Ça n'a tourné que contre le Parti congolais du travail. On parle aujourd'hui des nouvelles forces du changement. Est-ce que vous connaissez ce que veulent dire les forces du changement? Ce que nous avons vécu à la conférence nationale, certains d'entre vous étaient encore très jeunes ou peut-être même pas nés. Mais c'est des mauvais souvenirs. Souvenez-vous simplement que lorsque vous avez un individu qui se permet de remuer le couteau dans la plaie, ça veut dire qu'il a des velléités guerrières. Et la guerre, en démocratie, n'a pas de droit de cité, n'a pas de place. La guerre n'a pas de place en démocratie. La violence n'a pas de place en démocratie. Parce que le peuple congolais a déjà vécu ces choses en 58, en 92, en 93, en 97, en 98. Le peuple congolais a vécu ces choses. Donc, la valeur du couteau, le couteau n'a pas que des valeurs. Le couteau peut vous permettre de blesser, mais il peut vous permettre de creuser davantage une plaie. Et ce n'est pas le cas pour la démocratie aujourd'hui. Et quelques jours après, on apprend voilà, cette liste de 40 partis où les partis qui étaient déjà reconnus, qui avaient déjà des récépissés, voilà, ont disparu de la liste. Bon, ceci dit, nous passons là d'un point d'actualité important, l'enlèvement de Bob à la situation des partis politiques en lien avec le PCT, en lien avec la création de notre rassemblement, en lien avec l'arrêté que le gouvernement a pris. Toutes ces choses sont liées. L'enlèvement des gens, des citoyens, quand on va regarder tous ces citoyens sont forcément pratiquement des gens qui ont des positions en tant que citoyens qui critiquent à l'égard des actes du gouvernement que pose le gouvernement ou à l'égard de la gouvernance du gouvernement du PCT. Et si on va voir, je ne connais pas l'avocat Bob qui a été arrêté, mais je suis sûr que si on va chercher à fouiller, à connaître ses prises de position ou son attitude à l'égard de la gouvernance actuelle, il est fort probable qu'il ne soit pas favorable ou qu'il soit très critique à l'égard de la gouvernance de ce pays. Mais est-ce que ça veut dire, si pardon, Jean-Pierre Anyango, pardon, pendant que vous dites ça, est-ce que cela veut également dire que désormais, tout Congolais opposé à la politique du Parti congolais du travail, puisque c'est ce parti qui est au pouvoir, j'allais dire le régime de Brazzaville, sera considéré comme une menace voilà, à la sûreté intérieure de l'État? C'est ce qui se vit, Christian Perrin. Vous-même, vous savez que vous avez été interpellé par rapport aux émissions que réalise le président Clément Mirassa sur votre chaîne et des émissions dans le cours desquelles il est très critique à l'égard de la gouvernance de ce pouvoir. Mais il n'y a personne qui vient démentir ce qu'on critique, ce qu'on dénonce, mais il préfère s'acharner contre ceux qui critiquent, qui dénoncent. Alors que le jeu démocratique voudrait qu'un cadre du PCT ou un membre du gouvernement vienne démentir ce que Clément Mirassa dit, vienne démentir ce qu'Anyango dit, vienne démentir ce que Lassi dit, indépendamment qu'il peut y avoir peut-être dans certains cas des débordements de langage, mais il y a la forme et il y a le fond. Mais l'excès de langage n'est pas un délit, à ce que je sache. Chacun sa manière de réagir. Mais voilà, l'excès de langage peut aussi être à la dimension du choc, du mal que les gens ressentent par rapport aux actes gravissimes qui sont commis, qui sont impunis. Et quand on réagit à ce genre d'actes, puisqu'on est conscient que les gouvernants sont au courant,
on est d'autant plus conscient que le président lui-même les dénonce. Le cas des 6 milliards des bourses des étudiants, personne, ni Mierassa, ni moi, ni Lassi, ni Balou, ni personne ne savait qu'il y avait 6 milliards destinés aux étudiants pour les bourses qui étaient détournées. Mais c'est le président qui l'annonce. Il annonce où? Devant le Parlement réuni en congrès. Mais voici déjà aujourd'hui, combien de mois plus tard, rien ne s'est passé. Mais si on doit dénoncer ces actes, vous pensez qu'on doit être, je ne sais pas, amadoué, on doit être tellement poli pour dire oui, c'est pas grave, les enquêtes se poursuivent. C'est ça, quand le Premier ministre va dire que non, il y a des enquêtes, et les enquêtes ne se font pas. Alors on va être tendre avec ce Premier ministre. Ce n'est pas possible, Christian Perrin. Et c'est là qui peut justifier les écarts de langage ou la dureté des mots utilisés. Et on va s'en prendre aux mots utilisés, mais en faisant fi des délits, des crimes commis qui sont dénoncés. Celui qui dénonce les crimes, il utilise certainement des termes violents, mais est-ce que ces termes violents annulent le crime? Est-ce pour ça qu'on ne condamne pas, on ne poursuit pas les crimes? Ce n'est pas normal. Et donc, vous pensez, Jean-Pierre Agnangoy, que c'est par rapport à ce caractère critique de certains partis de l'opposition qu'ils ont été finalement radiés de la liste officielle des partis, même si le directeur général de l'administration du territoire a fait marche arrière. Bon, là, on attend encore qu'ils prennent probablement un autre arrêté. Mais est-ce que vous pensez que c'est à cause de ces critiques que ces partis avaient été évincés de la liste? Mais Christian Perrin, on n'a pas besoin de thermomètre ou d'aller dans un laboratoire particulier pour comprendre que ces mesures ou ces exclusions sont liées à la prise de position de la plupart des partis qui ont été exclus. Nous avons créé le rassemblement où on l'a annoncé quelques jours après. On a vu la réaction du PCT à travers son porte-parole qui a vu qu'on était en train de terrer la hache de guerre, on était en train d'aller en guerre. Mais quand on dit qu'on se réunit pour donner une nouvelle dynamique à l'opposition, pour affronter le pouvoir en place qui a mis le pays à sac et en déficit, c'est déterrer la hache de guerre. Donc il faut qu'on reste tranquille, qu'on les laisse continuer à voler, que les Idanes volent et sortent du pays, que les Mikolo Lydia détournent les fonds du FIGA et restent toujours au gouvernement, que les 160 milliards détournés au ministère de la Santé demeurent impunis. On reste tranquille, comme ça, on est en paix. Non, mais nous avons dit non, ça ne va pas se faire comme ça. Maintenant, le directeur général de l'administration du territoire, vous l'avez dit, a semblé faire un rétro-pédalage, mais il a tenu un double, voire un triple langage qui ne convainc pas de ce qu'il a dit. On nous fait croire que cet arrêté n'est pas une sanction. Bon, par rapport à la loi, ça ne peut pas être une sanction parce que la loi ne prévoit pas en aucune disposition que chaque année ou tous les 2 ans ou tous les 3 ans, le ministre de l'Intérieur publie une liste des partis reconnus. La loi prévoit, j'ai la loi ici, dans ces articles, et pour la reconnaissance des partis, c'est le titre 2 de la loi sur les partis qui dit de la reconnaissance des partis politiques. Les partis politiques doivent, pour être reconnus, se conformer aux principes suivants. Et il y a
4 ou 6 tirets, mais je lis quelques-uns. Le respect, la sauvegarde et la consolidation de l'unité nationale. Ça, c'est le premier tiret. La protection et la promotion des droits fondamentaux de la personne humaine. Nous parlons là des enlèvements. Est-ce que le gouvernement lui-même, la CID, la police respecte, protège et respecte la personne humaine, les droits de la personne humaine? Non. Est-ce que les partis qu'on a exclus là, il y a un parti qui a commis des actes allant à l'encontre des droits fondamentaux des personnes humaines? Non. La poursuite de la satisfaction de l'intérêt général du peuple congolais. Est-ce que les partis là qui ne sont pas au pouvoir ont posé des actes allant à l'encontre de la satisfaction de l'intérêt général de la population? Non, c'est plutôt les gouvernants, que ce soit les ministres, que ce soit les agents qui sont dans des institutions financières de la République, qui détournent les fonds contre l'intérêt général. Ils sont impunis. Où est la loi? Où est l'application de la loi? Je continue. Un autre tiret, la promotion d'un état de droit fondé sur le respect et la défense de la démocratie, des libertés individuelles et collectives. Voilà, tout ça, c'est ce qui est mis pour qu'un parti soit reconnu. Mais qu'est-ce que le PCT fait? Qu'est-ce que le gouvernement fait? Est-ce qu'il respecte les droits fondamentaux de la démocratie? Au contraire, chaque fois qu'un parti de l'opposition veut se réunir, on l'en empêche. On trouve que moindre manifestation, moindre réunion que les opposants veulent organiser, on trouve que ça va porter atteinte à la sécurité de l'État et on les en empêche. Mais ils peuvent organiser tout ce qu'ils veulent avec le patriarche sur toute l'étendue de la République. Ils font la campagne, mais ce n'est pas prévu par la loi. Je continue. Un autre titre, la défense de l'intégrité du territoire et de la souveraineté nationale. Est-ce que le PSDC, le pape, le RDD ont posé des actes qui portent atteinte à l'intégrité nationale? Mais nous savons que le gouvernement, par ses accords avec le Rwanda, a compromis l'intégrité du territoire national. Et c'est nous qui demandons à annuler ces accords. Jean-Pierre Adiangoy, ce qui est vrai, c'est que tous les observateurs de la vie politique congolaise sont d'accord de dire que cet arrêté était arbitraire. Maintenant, qu'est-ce qui a dû faire reculer finalement l'administration du territoire? Non, s'il vous plaît. Oui, mais sinon on risque de passer tout notre temps. Non, je ne vais pas lire la suite. Je ne vais pas lire la suite, mais je vais lire plutôt un autre article qui concerne les sanctions prévues par la loi à l'égard des partis qui commettraient des fautes. Et là, on dit si un parti, c'est l'article 29. L'article 29 dit les sanctions encourues par les partis politiques en cas de violation de la présente loi organique sont l'avertissement, la suspension, la dissolution. C'est l'article 29. Mais les partis qui ne sont pas sur l'arrêté, ils sont quoi? Avertis, suspendus ou dissous. Ben voilà pourquoi je parlais. Voilà pourquoi je parlais d'un arrêté arbitraire, en fait, une sanction arbitraire. Et heureusement que l'administration du territoire est revenue sur sa décision. Bon, maintenant, moi, je voulais comprendre qu'est-ce qui a dû peser pour que l'administration, bon, même si jusque-là, évidemment, vous l'avez dit tout à l'heure, puisque dès lors que l'arrêté est encore là, il est encore en vigueur, il faut peut-être un autre arrêté pour abroger celui-là. Mais qu'est-ce qui a dû finalement faire reculer l'administration du territoire? Mais je ne dis pas qu'ils ont reculé, ils temporisent, ils embrouillent. D'une façon de vous faire passer du temps, de gagner le temps pour... Mais parce que je dis qu'ils n'ont pas reculé puisque le RDD, un des partis qui ne se retrouve pas sur cette liste, devait faire une démarche dans la Bouenza et je crois dans la cuvette ouest pour obtenir une attestation de siège. Mais
les gouvernants, les représentants de l'administration du territoire, en l'occurrence les préfets ou sous-préfets de ces départements, ont dit, vous ne pouvez pas faire une démarche quelconque parce que vous n'êtes pas reconnu. Bon, voilà. Donc, nous avons demandé au cours de cette réunion tenue par le directeur général que si vous nous dites ici, dans cette salle, que cet arrêté n'est pas une sanction, si vous nous dites que nous pouvons continuer à développer nos activités puisque nous existons, l'existence d'un parti où sa reconnaissance est consacrée par un récépissé d'agrément. Ça, c'est le récépissé du pape que je vous présente. Je peux vous l'envoyer, vous aurez toutes les références. Il porte le numéro 32/95 EMEMI CSDU. D'accord, on va afficher l'arrêté tout à l'heure pour gagner le temps. Alors, voilà. Jean-Pierre Adiango, est-ce que je peux penser finalement que cet arrêté est une manœuvre d'empêcher les partis de la vraie opposition de se déployer sur le territoire national, question de ne pas créer un écran face à la campagne déguisée du Parti congolais du travail. Pas seulement d'empêcher de se déployer, mais c'est là où je vous dis que le directeur général a tenu un double langage. En même temps, il disait qu'on n'est pas dissous, qu'on peut. En même temps, il disait, vous existez de fait ou de droit, mais tant qu'on n'est pas sur cet arrêté, on a des restrictions, on ne peut pas, les pouvoirs publics ne vous reconnaissent pas. Vous voyez, il dit à la fois que vous n'êtes pas dissous, vous pouvez déployer vos activités, mais les pouvoirs publics ne vous reconnaissent pas. Vous ne pouvez pas prétendre participer aux échéances électorales. Vous ne pouvez pas. Il a posé au moins deux cas. Oui, mais c'est quoi le but de cette manœuvre? C'est quoi le but de cette manœuvre? C'est justement museler. C'est museler, c'est parti. C'est museler, c'est parti. Un point, c'est tout. Et plus loin, où on recule pour voir que cet arrêté est arbitraire, le RDD, je prends le cas du RDD, a figuré dans les listes antérieures. Le pape a figuré dans la liste qu'ils avaient publiée en 2018, avant l'élection de 2021. Mais quand nous avions un secrétaire général au pape qui flirtait avec le ministre de l'Intérieur et avec la majorité présidentielle pour amener le pape dans le giron de la majorité présidentielle, on n'a pas eu de problème. Mais quand on a dit à ce secrétaire général que le pape est un parti de l'opposition claire et nette, et on l'a exclu parce qu'il était en train de faire un jeu visant à amener le parti vers la mouvance présidentielle. Et c'est à partir de là que la liste suivante, le pape a été exclu. Alors on peut expliquer comment le pape peut avoir été sur la liste de 2018 alors que nous étions moins structurés dans le temps que maintenant. Et maintenant qu'on est plus structuré, on n'a plus à figurer sur ces listes depuis 2021. Et le RDD qui était sur ces listes, depuis que le président du RDD a un langage des prises d'opposition claires contre la mauvaise gouvernance de ce pouvoir et du PCT, mais voilà, il est exclu. Le PSDC, c'est pareil. Renaissance était sur la liste. Ils étaient même invités pour participer à la concertation de Wando. Mais on leur il y a un autre parti aussi, celui de Dave Mafoula, donc les souverainistes qui... Dave Mafoula, c'est un autre cas. Le cas de Dave Mafoula des souverainistes, c'est plus grave encore, qui montre l'incohérence de ce pouvoir et de ses administrations. C'est que le parti de Dave Mafoula
introduit ces demandes, ces dossiers de demande d'agrément depuis plus de 2 ans. Mais il n'a jamais eu ni le récépissé, ni la notification des causes du rejet. Donc, pas de rejet, pas de reconnaissance Et que officielle. dit la Mais la loi? loi Que dit la loi dans ce cas? précisément, la loi dit, je vais vous lire l'article qui dit après 6 mois, hein, après 6 mois, euh, alors c'est l'article 20 de cette loi qui dit, dans un délai n'excédant pas 6 mois à compter de la date du dépôt du dossier, le ministre chargé de l'administration du territoire, s'appuyant sur les résultats des enquêtes, délivre le récépissé de reconnaissance du parti politique et en fait assurer la publication au journal officiel. Tout refus de délivrance de récépissé est motivé et notifié au déclarant au moins 8 jours avant l'expiration du délai de 6 mois. Le refus de... Mais je vais plus loin à la fin. Si, à l'expiration du délai de 6 mois, aucune notification n'est intervenue, le dossier de déclaration est réputé conforme à la loi. Dans ces conditions, le parti politique acquiert la personnalité morale. Voilà, Christian. Par conséquent, évidemment, c'est là que je veux déduire, par conséquent, le parti de Dave Mafoula, donc les souverainistes, est un parti conforme à la loi. Il est conforme à la loi. Donc, il n'apparaît pas sur cette liste. Et comme ça, je crois qu'il y a au moins un ou deux, plusieurs partis qui sont dans cette situation. Nous connaissons le cas des souverainistes, mais il y a d'autres partis. Jean-Pierre Adiango, nous avons dit tout à l'heure que c'était un arrêté arbitraire et nous savons qu'il y a un principe qui dit aux lois injustes, nul n'est tenu d'obéir. Qu'entendez-vous faire désormais? Ben, nous avons deux choses à faire, sinon trois. La première, c'est un recours administratif préalable qui n'est tel que recommandé par nos juristes. Mais qui risquerait de vous prendre beaucoup de temps. Nous sommes à 8 mois de l'élection présidentielle. Bon, qu'ils prennent beaucoup de temps, nous pensons que dans toute procédure administrative, il y a des délais. Là, par exemple, je viens de vous rappeler le délai pour l'agrément, c'est 6 mois. S'il n'y a pas après les 6 mois, mais si c'est un recours administratif, ça ne devrait pas excéder 15 jours ou un mois. Nous saisissons le ministère de l'Intérieur pour demander, montrer que cet arrêté est illégal. Et le directeur général de l'administration du territoire, conscient certainement du fait qu'en excluant un certain nombre de partis, mais ceux qu'ils ont déclarés comme reconnus, les 42, il est conscient que sur les 42, si on vérifie leur situation, sur plusieurs aspects, ces partis ne sont pas en conformité avec la loi. En premier, le PCT. En premier, le PCT, mais je prends un critère qui est certainement sur lequel on peut nous dire qu'on est en porte-à-faux, la représentation du parti dans tous les départements. Ça, on peut dire que oui, ils ont peut-être raison, mais s'ils avaient raison, mais la loi devrait s'appliquer à tous les partis qui sont dans cette situation. Mais nous avons au pape commencé à faire nos investigations. Je prends le cas du département de la Cuvette Ouest. Les investigations qu'on a faites montrent que sur les 42 partis retenus sur cet arrêté, il n'y a que 6 qui sont plus ou moins représentés dans le département de la Cuvette Ouest. Et nous sommes en train de faire cette enquête sur l'ensemble des départements. Les résultats sont en train de nous arriver et nous sommes sûrs qu'il sera facile d'établir que sur les 42 partis déclarés reconnus, il n'y aura pas plus de 10 qui rempliront la condition de représentation avec des sièges, comme on prétend le dire.
Et c'est pourquoi le directeur général, conscient de ça, nous disait il ne faut pas faire le procès des autres partis, il faut seulement vous conformer. Mais se conformer, c'est quoi? C'est pas C'est toujours en envoyer des documents comparaison, c'est fictifs, toujours en comparaison des autres, s'il faut mais se c'est comparer. toujours en comparaison. Il dit qu'on n'est pas sanctionné, mais si ceux-là sont sélectionnés, c'est qu'ils sont conformes. Mais si on vérifie qu'ils ne sont pas conformes, ça veut dire que cet arrêté tombe. Il est illégal, il est faux, il est En arbitraire. sorte, voilà, en sorte, l'administration du territoire est tombée dans son propre piège, mais bon, en vrai, il faut dire qu'ils sont tellement malins, ils sont très rusés. Bon, mais là, tout le monde est en train donc de constater, j'ai rappelé tout à l'heure, aux lois injustes, nul n'est tenu donc d'obéir. Je veux qu'on revienne sur la création, l'annonce sur la création, bien sûr, du rassemblement des forces du changement. Et puisque ça fait couler beaucoup d'encre et de salive, maintenant que les partis qui devraient constituer cette force ne figurent pas sur la liste, malheureusement, des partis officiellement reconnus par le gouvernement pour l'année 2025 en plus. Tout à l'heure, vous avez évoqué un aspect où vous posiez la question de savoir si c'est chaque année qu'il fallait reconnaître des partis ou les méconnaître. Bon, ça, la loi ne le prévoit pas, mais sur l'arrêté, on a bien lu, bien sûr, les partis reconnus officiellement par le gouvernement congolais pour l'année 2025. Or, les partis qui devraient constituer le rassemblement des forces du changement, je crois que c'est tous les partis, à l'exception du parti de Monsieur Alliance. Ndamabio, l'Alliance, c'est ça? C'est le parti Alliance, le seul, le parti Qui a Alliance. Sur échappé. les 8 Voilà. qui a échappé, ben, encore que ce parti est avec nous, et c'est une raison de plus pour vous montrer que cet arrêté est inique, il est arbitraire, et pourtant l'Alliance est avec nous. Mais dans les vérifications que nous avons faites, ce parti n'est pas représenté, par exemple, dans la cuvette ouest. Et je suis sûr qu'il n'est Mais est-ce pas que ça n'a encore pas été 100% non plus, représenté. ce n'est pas non plus une stratégie de diviser pour mieux régner, Mais conscient que certainement, certainement, vous étiez parti pour un certainement, rassemblement tous? mais nous, mais nous ne sommes pas tombés sur, nous n'allons pas tomber ou céder à ce piège. La preuve, c'est que le parti Alliance ne s'est pas désolidarisé des autres partis du rassemblement en prétendant, en, en se laissant aller à leur manipulation. Il est resté solidaire avec les autres partis et décidé à poursuivre le processus de mise en place de ce rassemblement et surtout pour le combat que nous nous proposons d'engager pour que 2026 ne soit pas une nouvelle mascarade électorale. Pour dire donc, vous voulez savoir qu'est-ce qu'on va faire. Nous disons, un, cet arrêté n'est pas prévu par la loi. Et deux, même s'il était prévu par la loi, dans la mesure où ceux qui sont déclarés comme reconnus ne remplissent pas les conditions requises pour être mieux placés que nos partis, nous considérons que Oui, mais dans cet tous les cas, arbitrage. Jean-Pierre Adiango, sans faire le procès des autres partis, dès lors que le directeur général de l'administration du territoire a reconnu que cet arrêté n'était pas une sanction, cela veut dire que les partis peuvent continuer à œuvrer jusqu'à créer évidemment le Exactement. rassemblement. Vous anticipez la conclusion que j'allais vous donner. Nous avons déjà tiré cette conclusion après cette rencontre avec le directeur général. On a dit peut-être tel est pris qu'il croyait prendre. Mais lui, en reconnaissant que cet arrêté n'est pas une sanction. Donc, nous continuons notre processus de mise en place de notre plateforme, de notre rassemblement, dans la mesure où, sur les 8 partis qui constituent ce rassemblement, il y en a 6 qui ont régulièrement leur récépissé. Le PAP, le PSDC, le RDD,
Renaissance, Alliance, et puis, bon, maintenant, nous avons le cas des souverainistes. Je venais de vous dire que de droit maintenant, puisque les 6 mois ont été largement dépassés, nous considérons que ce parti de droit est reconnu, puisqu'il n'y a pas eu d'objection de la part de l'administration. Et puis, il y a l'autre parti, je n'ai pas tous les noms là tout de suite. En tout cas, il y a le parti des humanistes. Celui-là, c'est un parti en création. Peut-être là encore, on peut peut-être, il peut attendre. Mais les 7 ont soit leur récépissé ou ont engagé leur procédure d'obtention d'agrément il y a plus de 6 mois dépassés. Ils n'ont jamais eu notification du rejet. Donc, nous allons continuer notre processus et nous allons voir comment est-ce que l'administration du territoire va nous en empêcher et sur la base de quels textes qu'ils peuvent nous empêcher de nous regrouper. Et nous avons également pris l'engagement, depuis d'abord que nous nous sommes retrouvés, de faire qu'on soit présent dans l'ensemble du territoire, puisque nous voulons bien nous renforcer notre lien avec la base, que ce soit chaque parti individuellement considéré ou en tant que groupement politique, nous allons renforcer notre rapprochement, établir notre rapprochement avec la base. Merci Jean-Pierre Agnangoy. On va passer maintenant pour répondre, conclure sur votre question. Donc, néanmoins, ce que le directeur général a dit, et vu qu'il y a des notes concordantes dans son discours, nous avons décidé de saisir administrativement le ministère de l'Intérieur pour demander la confirmation par une note ou une circulaire, le fait que cet arrêté ne dissout pas les partis. Il faut que cela soit dit pour qu'il n'y ait pas de confusion au niveau des préfets et des sous-préfets ou des maires pour dire que cet arrêté ne nous donne plus droit de nous réunir. Donc ça, c'est ce que nous avons demandé. Encore que, évidemment, si on n'obtient pas ça, si encore que l'administration, pardon, j'allais dire, nous irons au tribunal administratif. Oui, mais encore que l'administration du territoire puisse notifier les préfectures de cette décision ou, comment il appelle ça, de son arrêté, qui semble beaucoup ambigu maintenant. Nous allons passer donc à un autre volet, c'est l'économie. Nous suivions dernièrement une déclaration, disons les propos du ministre des Finances actuel, Christian Yoka, c'est bien cela, qui a semblé dire que l'État n'avait plus, en fait, il est revenu sur les traces d'Anatole Koliné-Makosso, qu'il avait déjà déclaré devant le Sénat, qui disait que l'État n'avait plus les moyens financiers nécessaires pour garantir les services sociaux congolais. Et là, le ministre des Finances vient de confirmer que l'État n'a plus assez de moyens pour garantir les paiements, les salaires régulièrement, les pensions et autres, ainsi de suite, que nous allons suivre. Et on vient sur le plateau pour le commentaire. Suivez. Notre pays traverse réelle situation de crise. Payer des salaires tous les mois relève d'une véritable acrobatie. C'est un vrai casse-tête. Faire face à nos obligations internationales tous les mois, c'est un vrai casse-tête. Financer notre avenir, c'est un vrai casse-tête. J'insiste, notre avenir, l'avenir de nos enfants. C'est un casse-tête qui ne peut se résoudre que par une prise de conscience. Et ce n'est pas normal que le point d'entrée principal soit le point de souci principal. Je devrais avoir des problèmes sur les coins, les endroits les plus reculés, les plus difficiles d'accès, mais pas ici. Pas ici. Alors, je comprends qu'on puisse avoir des difficultés, vu le volume, vu ce qui est brassé, etc. Donc, moi, ce que je viens vous dire,
c'est qu'il faut que collectivement on arrive à changer les choses. La réputation de la douane ne peut pas être celle-là. Je ne veux plus entendre toutes ces plaintes. Mobilisons-nous. Oui, les usagers peuvent exagérer dans leurs propos, mais il n'y a pas que de l'exagération. Ayons l'honnêteté de le reconnaître. Mobilisons-nous. C'est le message que je voulais vous faire passer. Je reviendrai dans quelques mois et ensemble, on verra comment on aura cheminé. Chacun de nous, là où il est responsable, mais il n'est pas responsable que de lui. Nous sommes responsables les uns des autres. Nos actions impactent le collectif que nous sommes. Monsieur le directeur général, un chef, c'est fait pour chefer, diriger, sanctionner, donner l'exemple. Prenez vos responsabilités. Voilà, alors Jean-Pierre Anyango, chez nous on dit, lorsque le chef du village voit le diable, c'est la panique dans le village et chacun va dans son sens. Qu'est-ce que ces propos du ministre des Finances vous inspirent? Ça ne me dit absolument rien parce que le constat, il est amer, il est constant, sauf qu'il est aggravant parce que nous le faisons depuis longtemps que le pays va mal. On a été en programme avec le FMI. Je ne sais pas où est-ce qu'on en est maintenant, quels ont été les résultats. Nous disions toujours que le FMI ne va pas sortir le Congo de la ornière tant que les gouvernants sont les mêmes. Donc, ce que vient de déclarer le ministre des Finances, beaucoup disent le chef a vu le diable, vous l'avez aussi répété, mais c'est un petit chef qui a vu le diable, mais le plus gros chef avait déjà vu le diable. Hein, le président de la République, quand il annonçait que le ver était dans le fruit et dans tous les secteurs, il avait tout dit. Il avait déjà vu le diable. Mais dans son discours, Jean-Pierre Anyangoy, dans son discours de fin d'année, Denis Sassou Nguesso semblait rassurer les Congolais que 2025 serait meilleur que 2024 et que le oui, mais c'est toujours un discours. C'est un discours de plus. C'est comme ça quand on dit que ces discours n'ont plus de valeur, parce que quand un chef prononce des discours à répétition, avec des grandes annonces, des grandes promesses, qui au finish produisent les effets contraires, les discours ne valent plus rien. C'est pourquoi ce que dit le ministre des Finances, est-ce que son discours va être plus puissant que celui du président de la République quand il a dit le ver est dans le fruit, il faut le détruire, quand il a dit vis-à-vis des voleurs, des détournements, il n'y aura pas de petits, ni de menus frétins, ni de gros poissons. Depuis lors, vous avez entendu, vous avez vu, on vous a présenté les menus frétins ou les gros poissons, peut-être des menus frétins de temps en temps, mais est-ce qu'on vous a présenté les gros poissons? Les idanes se promènent librement en Europe maintenant. Et on apprend d'ailleurs un de ses collaborateurs, pendant que vous le dites, nous apprenions qu'un de ses collaborateurs, un collaborateur de Zidane, qui était aussi en France, qui était, je crois, compromis aussi dans cette affaire, qui est rentré tranquillement, il est libre, en train de circuler. Et voilà. Sans problème. Et Madame Lydia Mikolo siège toujours au gouvernement, ministre de la Santé, et puis ensuite ministre de je ne sais quoi encore, elle est toujours là. Le ministre de la Santé, quand on a détourné les 160 milliards, est toujours dans le sillage du gouvernement. Le ministre Mukoki a dit que ça s'est passé avant lui, ça ne l'engage pas. Mais celui qui était là avant lui, c'était qui? Il est toujours au gouvernement. Les 6 milliards de bourses, c'est sorti de la bouche du président, je l'ai dit tout à l'heure.
Il y a eu aussi ont disparu. Pas 6 milliards, je dis bien 6 milliards par an pendant combien d'années qui ont disparu, dit par Il le y a également, président. je voulais Ils sont signaler, c'est juste un rappel, il y a aussi les 25 milliards qui avaient été détournés sur la les ligne de 25 défense de milliards Covid. du fonds Covid ont Juste. disparu. Les 140, les 14 000 milliards ont disparu. On le dit tous les jours. Mais alors, quand le ministre des Finances vient dire aux douaniers que le pays est dans le gouffre et que payer les salaires devient un casse-tête, pour reprendre ces termes que vous avez fait passer, c'est payer les salaires devient un casse-tête. Mais il y a un analyste, un compatriote analyste qui a dit, mais ce discours du ministre des Finances est grave. C'est un message très, très, très négatif qu'il envoie à l'endroit du peuple, à l'endroit des partenaires. Mais c'est malheureusement la réalité. Est-ce que vous pensez que lui-même a mesuré l'impact de son discours pendant qu'il Mais s'exprimait comme ça? qu'il est mesuré ou pas, est-ce que ça change quelque chose? Parce que si c'est une erreur, ben on devrait le sanctionner. Je n'ai même pas entendu là où il a proposé des mesures à prendre pour tenter un Non, peu il de a dit qu'il réguler va la crise. sévir. Il a dit qu'il va sévir. Oui, Il a dit sévir, mais qu'il va sévir c'est vague, sévir. C'est contre grave. il va sévir contre, il dit à bon entendeur. Ça dit donc, il vient faire un avertissement. Ce n'est même pas Oui, qu'il a déjà, il va il vient sévir faire un comment? avertissement. Il dit, ressaisissez-vous, ne faites plus ça, ne volez plus. Enfin, c'est ce qu'il voulait dire. Vous, je sais que vous volez. Il dit, peut-être que les usagers exagèrent, mais vous savez que vous volez, ne volez plus. Je vais sévir maintenant. Mais si le président a promis, il n'a jamais sévi, vous croyez que c'est le ministre des Finances qui va sévir? Et puis parlons toujours de ces finances et de la situation critique. Vous vous souvenez, l'année passée, on a mis en place une commission, une haute commission pour renflouer les caisses de l'État, dirigée par Bouya. Est-ce qu'on en parle encore? On n'en parle plus. Ils ont réalisé quel résultat? Mais c'était déjà parce qu'ils étaient certainement conscients que l'argent fouillait au niveau des douanes, au niveau des impôts, et que c'est Bouya qui devait aller mettre de l'ordre pour collecter, renflouer les caisses de l'État. Mais on n'a jamais vu les résultats. Et en cette époque, nous disions comment un premier voleur va-t-il arrêter les voleurs si lui-même il est concerné par les vols? Oui, Donc surtout qu'il a aujourd'hui, le ministre il a des planqué Finances, plus de 1500 milliards de francs CFA dans les paradis fiscaux. Alors, mais donc vous voulez croire que le ministre des Finances va arrêter la fuite des fonds? Vous y croyez? Mais qu'il commence par faire arrêter Zidane. Il va l'arrêter il y avait le concours du procureur de la République avec Oko, qui a laissé partir Zidane. Est-ce que lui, il a une armée, il a les gendarmes et les polices qui vont aller arrêter les voleurs de la douane à Pointe-Noire? Il parle des voleurs à Pointe-Noire, mais ceux qui volent à Brazzaville au trésor. Donc, vous voyez que c'est de la diversion. C'est de la diversion. C'est de la diversion. Jean-Pierre Agnangoy, on va gérer le peu de temps qu'il nous reste. L'actualité, c'est aussi ce fait de société où une veuve, épouse d'un colonel des FARC décédé, la dame se retrouve actuellement avec ses 5 enfants, on dirait dans la rue, dans une maison inachevée, sans toiture. Je vais vous proposer de suivre ce reportage et vous pourriez réagir. Ça se passe au quartier Kombe, c'est comme ça qu'on appelle ça, dans le 8e arrondissement Madibo. Suivez. Dans le fin fond du quartier Kombe Kibelelo, dans l'arrondissement 8 de Brazzaville, un visage envahi de douleur et de tristesse, où les larmes ne cessent de couler.
Rosette, une veuve vit un enfer depuis la mort de son mari, un colonel des forces armées congolaises décédé en février dernier. Le 6 février, j'ai perdu mon mari. Et depuis ce jour-là, tout a changé dans ma vie. Je suis abandonné de moi-même avec les enfants. Je comptais sur ma belle famille. Ils devaient s'occuper des enfants. Mais sauf que ils m'ont abandonné. Elle était la troisième épouse de ce militaire et lors du partage des biens laissés par le défunt, Rosette affirme n'avoir rien reçu, si ce n'est cette maison inachevée dépourvue de toiture où elle était obligée de venir vivre avec ses 5 enfants. Un véritable chantier que son mari avait entrepris. Zala Soso, le frère cadet de mon mari, qui avait été désigné comme successeur, m'a dit que je devais me comporter comme une poule, car une poule porte toujours ses poussins partout. Je l'ai supplié, car avec mon défunt mari et les enfants, nous vivions dans une maison de location dont une partie de la caution avait été consommée pendant la période de deuil. Mais le cadet de mon mari m'a répondu sèchement qu'il n'avait rien à me dire et que tout avait déjà été dit. Quand la belle famille m'avait demandé de présenter les biens laissés par mon mari, les documents et les comptes bancaires, j'ai tout présenté et ils ont tout pris. Quand on leur a demandé ce que je devais faire, ils ont dit devant tout le monde que je devais chercher une église pour me loger, moi et mes enfants. Devant toute la famille na bango, balobi que ngai na luka l'église. Le plus âgé de ses enfants a à peine 8 ans et la dernière âgée seulement de 10 mois. L'avant-dernière ne semble pas être également en bonne santé au moment où nous tournons ce reportage. Mon nourrisson n'a plus bu de lait depuis un bon moment. Il vient de traverser une maladie de kwashiorkor. Mon mari était un vaillant soldat. Il a servi la nation. Je vais faire comment avec ces 5 enfants? Quand il pleut, nous nous couvrons avec des nappes. Avec la fraîcheur de la saison sèche, les enfants n'ont pas de quoi se protéger. Aujourd'hui, Rosette ne sait plus vers qui se tourner. Elle est désespérée et seule face à la responsabilité de prendre soin de ses enfants. Mais avec quels moyens? Je ne sais pas comment je vais faire. Je lance un appel à l'aide au président de la République, qu'il ait pitié de nous. Papa Talanga, Papa Yokambawa, Papa Abana. Mais le cas de Rosette et de ses 5 enfants pose une question importante. Peut-on parler de violence à l'égard de la veuve et des orphelins? Selon l'article 60 de la loi portant lutte contre les violences faites aux femmes en République du Congo, tout auteur de violences liées au veuvage et aux successions est punissable d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 500 000 à 5 millions de francs CFA. Rosette et ses enfants ont-ils été victimes de violences? La question reste posée, mais une chose est certaine, cette famille a besoin d'aide et de soutien pour surmonter cette épreuve difficile. Voilà, Jean-Pierre Anyangoy, c'est vrai que c'est un fait de société. Qu'est-ce que ça vous inspire, vivre de telles situations au Congo-Brazzaville? Oui, Christian, c'est un fait de société très triste, mais des scènes comme ça, il y en a beaucoup, certainement, qui passent inaperçues, surtout en ce qui concerne les veuves. Mais pas seulement les veuves, il y a des jeunes filles mères, il y a plusieurs veuves, des jeunes filles mères, je l'ai dit, et aussi des hommes qui sont dans des situations de détresse incroyables dans ce pays. Il n'y a aucun service social pour que ces cas puissent s'adresser. C'est vrai que dans les institutions, le nombre des institutions, ça existe, des services sociaux, mais qui ne connaissent pas ces cas, même si elle va se présenter au service social, que ce soit au niveau de son arrondissement, de la mairie ou au ministère, mais elle ne recevra que de l'indifférence.
Maintenant, pour ce cas précis, puisqu'il s'agit de veuves, nous avons entendu parler, vanter ici, une certaine loi Moebara en l'honneur de la mère du président de la République, du nom Moebara, une loi qu'on a voulu, je ne sais pas trop comment, pourquoi cette loi porte ce nom. Qu'est-ce que cette dame, avec tout le respect qu'on peut lui devoir d'avoir mis au monde le président de la République, c'est un fait, mais est-ce que c'est un acte qui justifiait que la loi porte son nom? Mais bref, cette loi, depuis qu'elle a été votée, elle s'applique où, à quel cas? Mais voilà, c'est un cas comme ça. Je connais une veuve très proche de moi qui a été expulsée de la maison où son mari l'avait laissée avec un testament à l'appui. Elle s'est rendue au ministère où on applique, chargé d'appliquer la loi Moïbara, mais ça n'a rien changé. Donc, En fait, c'est bien de vous êtes en train de publier, dire que de c'est une loi. répercuter cette vidéo peut-être pour susciter la sensibilité de quelques Congolais qui pourraient venir en aide à cette femme qui a la belle étoile. Là, c'est la saison sèche, il y a le froid, mais quand la saison de pluie va arriver, ça sera encore plus dramatique. Et je crois que le fait de publier cette vidéo nous permet certainement à vous et à moi-même de lancer un appel aux citoyens congolais Oui, mais solidaires, c'est le vrais. premier devoir, c'est le premier devoir de l'État, je crois. Protéger les citoyens, Mais garantir Christian, une certaine vie. cet État a démissionné depuis longtemps, Christian. Est-ce qu'on peut compter sur cet État, sur quel domaine? Vous voyez tous les sinistres qu'il y a ici, avec même les dernières pluies qu'il y a eu, les gens qui ont perdu leur maison, disons, leur maison, tous leurs biens. Vous avez entendu qu'il y a eu quelque chose qui a été fait pour souvenir à leurs besoins. Ceux qui ont été victimes d'un acte où la responsabilité même directe de l'État était impliquée, ceux de Mpila, les victimes des explosions de Mpila jusqu'à aujourd'hui, ils sont toujours là comme des malheureux, ceux qui ont perdu leur résidence. Donc cet État ne compte plus pour les citoyens congolais, Christian Perrin. Nous, ce que nous voulons, c'est pourquoi quand nous constituons notre rassemblement, et bien sûr, il n'y a pas que le nôtre, je sais qu'il y a d'autres rassemblements, et nous n'avons cessé d'appeler à la prise de conscience, à l'éveil et au ressaisissement de l'ensemble de notre peuple, c'est de dire que on ne peut plus compter sur nos gouvernants actuels. Ils ont beau utiliser la répression. Le problème, ce n'est pas de réprimer ceux qui dénoncent, ceux qui montrent ce qui est mal fait. Le problème, c'est de corriger leurs errements, leurs dérives, leur mauvaise gouvernance pour la nommer. Et comme ils ne peuvent plus rien faire, ils sont là seulement pour se maintenir et continuer de la même manière et éviter d'être poursuivis. Voilà leur seule préoccupation, c'est celle-là. C'est pourquoi ils développent la tyrannie, la répression, l'intimidation, la répression barbare pour faire taire le peuple. Et nous disons qu'il y a un temps pour tout, et nous disons que la peur ne nous sortira pas de cette misère qui ne fera que s'aggraver. Et 2026 ne devra plus être l'occasion de réitérer les mascarades électorales et la prolongation de ce pouvoir, de cette gouvernance chaotique. Ce n'est pas le ministre des Finances. La prolongation de ce pouvoir voudrait également dire la prolongation
des souffrances des Congolais. Jean-Pierre Anyangoy, tout à l'heure nous parlions de la crise avec, voilà, en toile de fond cette déclaration du ministre des Finances qui fait comprendre que l'État n'a plus rien. Pourtant, dans le même temps, une préparation, j'allais dire, la célébration pompeuse du 65e anniversaire de l'indépendance du Congo est en cours. Et là, nous apprenons d'ailleurs qu'ils veulent, comme l'année dernière, je crois, faire défiler évidemment l'armée en grande pompe, probablement pour une démonstration. À quoi ça vous fait penser? Ben, Christian Perrin, on est obligé de faire des redites. C'est pourquoi tout à l'heure, en parlant de la déclaration du ministre des Finances qui dit que payer les salaires devient un casse-tête, qui reconnaît que l'argent fuit de partout, là où il devrait rentrer, il fuit, il y a des fuites. Mais pendant ce temps, le peu qui rentre est consacré à des activités. Est consacré aux dépenses inutiles. Le peu qui rentre est destiné aux dépenses inutiles. L'année passée, pour toujours la même célébration de l'indépendance, nous étions là au 64e anniversaire. Il y a eu des semblants de travaux, soit d'embellissement du boulevard des Armées pour le défilé. Et on parlait de 8 milliards ou 12 milliards de travaux qui n'ont jamais fini avant août 2024. Et maintenant, à la veille de août 2025, les mêmes travaux ont repris, mais je suis sûr que ce n'est pas avec les mêmes 8 milliards. Et qu'est-ce qu'ils font comme travaux? On creuse et on est en train, soi-disant, de faire un rond-point. Vous voyez les gens, on arrête, on paralyse la circulation la journée. Il y a des gens qui sont là. Vous ne sentez même pas des gens qui font un travail sérieux. Ils bricolent autour d'un rond-point parce qu'on va embellir le lieu qui va abriter le défilé, la célébration du 65e anniversaire, certainement à coût de milliards. De l'autre, les militaires sont déjà en train de faire des répétitions pour les traditionnels défilés. Là encore, ils perturbent même la circulation dans la ville, aux alentours du boulevard et du stade Massamba Débat. On ne peut plus circuler les après-midi parce que les militaires doivent faire le défilé. Mais tenez-vous bien, quand ils font ces entraînements, ils sont entretenus spécialement. Ensuite, le défilé lui-même, les engins qu'on va mobiliser et tout, ça demande du carburant, ça demande un entretien, oui. Et puis après, ils vont aller célébrer avec les militaires, comme l'année passée. Ils avaient fêté avec les militaires. Jean-Pierre Anyangoy, pourquoi une célébration spectaculaire avec l'armée? En période de crise, c'est pour effrayer, pour apeurer les opposants que vous êtes En période de crise, Christian, on ne fait pas des fêtes fastes inutilement. Et si dans d'autres pays, on célèbre ce genre d'anniversaire avec faste tous les 5 ans ou tous les 10 ans. Mais si l'année passée, pour les 64 ans, il y a eu un défilé faste avec fête en aval avec les militaires pendant que les retraités, les autres travailleurs et l'ensemble de la population ne pouvaient pas fêter, mais on a fêté avec les militaires, avec défilé. Et cette fois-ci, c'est 65e anniversaire. Ça pouvait, dans une certaine mesure, se justifier que c'est 65 ans. Mais 65 ans de quoi? Quel est le bilan global des 65 ans? Au terme des 65 ans, quel est le bilan qu'on fait? Quelle est la situation de la population à 65 ans d'indépendance? Quel est le niveau de développement à 65 ans d'indépendance? Combien de kilomètres de chemin de fer avons-nous? Le seul chemin de fer est totalement délabré. Les routes, bon, c'est vrai, on a fait
Brazzaville, Pointe-Noire, puis jusqu'à Ouesso. Mais quelle qualité de route! Oui, mais moi, je posais la question de savoir. Mais on célèbre quoi? On célèbre oui, quoi évidemment. à bout de milliards? Pourquoi avoir privilégié l'armée? Et on apprend qu'il va y avoir un défilé militaire très fort pour montrer la force de frappe de notre armée. D'après quelques indiscrétions, il semblerait même que parmi ceux qui vont défiler, il va y avoir des étrangers, soit des contingents qui vont venir de je ne sais quel pays, peut-être du Rwanda, sur la base des accords militaires, ou des étrangers infiltrés dans notre armée qui vont défiler avec l'uniforme de notre armée, mais pour montrer au peuple que nous avons une armée puissante, bien équipée, mais c'est beaucoup plus pour intimider la population, pour intimider les oppositions. Ce n'est pas pour démontrer, Christian Perrin, que le pays s'est émancipé, le peuple est content et va se réjouir de 65 ans d'indépendance, parce que la fête veut dire ça, que le peuple est content, le peuple a le minimum pour vivre et est souverain, la souveraineté est assurée. Nous n'avons aucune souveraineté, nous importons tout. Nous sommes incapables de nous loger, de loger notre peuple, de donner à boire de l'eau, de l'électricité à notre peuple, et on célèbre à pompe les 65 ans d'indépendance, de la honte. Mais sinon, peut-être, comme qui dirait, oui, probablement que c'est pour faire bonne mine aussi, montrer, disons, envoyer un message à leurs partenaires pour dire que tout va bien au Congo-Brazzaville, surtout que l'on va là déjà vers une autre élection présidentielle qu'il faudra justifier auprès des partenaires qui les soutiennent. Christian Perrin, envoyer un message à qui? Ses partenaires ignorent ce qui se passe au Congo, vous croyez? C'est eux qui se trompent eux-mêmes. Mais la preuve, Christian, je vis non loin de l'aéroport de Maya-Maya, un grand aéroport, mais on devrait être dérangé constamment par les bruits d'avions. Mais je vois que lorsqu'il y a Air France qui atterrit peut-être une fois tous les 2 jours, et peut-être Royal Air Maroc, il n'y a pas d'avion qui atterrissent pour montrer qu'il y a un afflux de partenaires. Il y a une baisse d'activité, c'est ça, baisse d'activité aéroportuaire. Bien sûr, Christian. Et cet aéroport encore international qui n'a même pas de climatisation toujours, ça fait des années, ça fait déjà plus d'une année que l'aéroport de Maya-Maya n'est pas climatisé. C'est encore des milliards qu'on est allé jeter. C'est en faisant des grands défilés que les hommes d'affaires vont venir. Est-ce que les hommes d'affaires ont besoin de défilés militaires? Les hommes d'affaires ont besoin d'un pays où il y a, les gens circulent librement, où il y a des voies, des routes bien faites, des aéroports, et où le peuple travaille, a du travail et peut acheter, donc il y a un pouvoir d'achat. Les partenaires ne viennent pas parce que vous avez fait un défilé militaire aussi brillant soit-il. Au contraire, je pense plutôt que ça donne l'image d'un pays militarisé, d'un pays qui brime son peuple, qui tyrannise le peuple avec l'armée et la police. Mais les partenaires savent. Ils sont représentés soit à travers leurs ambassades, ils voient ce qui se passe. Ils sont peut-être représentés, c'est vous qui le dites, hein, mais nous avons suivi Thierry Mongala lors de sa quinzaine du gouvernement. Et là, Thierry Mongala a la question de savoir pourquoi la vadrouille médiatique, pourquoi est-il allé jusqu'en France pour aller expliquer les problèmes du Congo. Il répondait ce qui suivait. J'ai même lu vadrouille communicationnelle, qui est un terme extrêmement péjoratif, voire insultant. Puisque je vous l'ai dit, il s'agit de ma fonction de porte-parole. Ah, j'aurais pu aller sur Télé Congo, j'aurais pu aller sur Tieleka Média, mais à ce moment-là, je n'aurais pas visé et atteint, je pense, nos cibles, qui étaient par exemple l'administration Trump. Je ne crois pas que les conseillers du président Donald Trump suivent régulièrement nos médias en ligne, et notamment Tieleka Média.
Pourquoi je cite Tieleka? Puisque c'est Tieleka Média qui a tenu des propos extrêmement durs sur les raisons de ma tournée. Donc un porte-parole, quand il se déplace ou quand il choisit un média, et c'est par rapport à l'objectif qu'il vise. Si je visais nos parents d'Imfondo, de Sibiti, de Simbapel ou de Bifouiti, je ne serais pas allé sur France 24. Je serais bien entendu allé dans un média national, local, que ces populations suivent volontiers. Alors, Jean-Pierre Agnangoy, pour Thierry Mungala, il fallait aller s'adresser, communiquer à travers les médias français pour que l'administration trompe l'écoute. Alors qu'au Congo, il y a une Vous ambassade des voyez que États-Unis, il y a bien des... Je peux en rire c'est des comme ça. petits esprits. C'est vraiment triste et honteux, Christian. Parce que s'il croit qu'il faut aller pour se faire entendre par Trump ou par les autres pays, il faut aller communiquer en France. Mais pourtant, RFI est représenté ici, BBC est TV5, représenté ici, RFI, France 24, TV5 on est voit bien des... représenté ici. Alors, et puis quand le pays va bien, mais les gens savent. Ils ont le flair, il y a des avions, je l'ai dit, les gens voyagent, ils voient. Ils ont des Et puis, représentations diplomatiques qui sont là. dans des représentations diplomatiques et ceux qui viennent font écho. Mais voilà, ce n'est pas, Thierry, la petite communication reste, disons, distorsionnée de Thierry Mungala qui va convaincre les États-Unis, mais au contraire. Mais tiens, j'ai quand même quelque chose d'intéressant à vous relater. Parfois, c'est rare d'avoir une bonne note qui vient de notre Assemblée. Tout dernièrement, j'ai suivi un député, malheureusement je ne connais pas son nom, qui a répliqué au Premier ministre à propos des difficultés économiques du Congo. Je n'avais pas suivi ce que le Premier ministre avait dit. Il se justifiait comme d'habitude que tout dépend, c'est des conditions extérieures, c'est la conjoncture extérieure et tout. Et le député, ce jour-là, a été inspiré. Il a dit, mais monsieur le Premier ministre, pourquoi vous rejetez tout sur l'extérieur? Votre gouvernement n'a aucune responsabilité. Vous et vos ministres, vous n'avez aucune responsabilité. Les 6 milliards que le président avait dénoncés des bourses qu'on vole, c'est l'extérieur qui a volé. Alors, malheureusement, quand c'est comme ça, on ne donne pas la parole au Premier ministre, et puis ça s'arrête là. Donc, vous voyez, c'est des gens qui pensent que Thierry Mungala, le Premier ministre Pauline Makosso, qui parlent en l'air, ils croient que les gens ne connaissent pas la réalité du Congo, et ils croient même que les députés congolais, ils leur rabâchent les oreilles que nos difficultés sont dues aux causes extérieures à la conjoncture internationale. Quand le baril de pétrole augmente, la situation du Congo ne s'améliore pas. Quand la production pétrolière augmente, la situation des Congolais ne s'améliore pas. Mais quand il y a une petite baisse du cours de pétrole, alors on justifie tous les malheurs du Congo par la baisse du cours du prix du dollar, par la conjoncture internationale. Je crois même les députés commencent à ne plus croire à ce verbiage du Premier ministre. Le vrai problème aussi, il faut le dire, hein, probablement qu'ils sont déconnectés de l'évolution du monde et qu'ils ne tiennent pas compte de ce que le monde est devenu une petite planète, enfin j'allais dire un petit village planétaire où tout le monde sait ce qui se passe au bout du monde à la seconde près. Ça, ils n'ont pas encore intégré ça. Je vous laisse donc conclure, nous sommes à la fin de cette émission. Vous avez Bien, encore Christian, pour conclure, je vais simplement dire, surtout au peuple congolais, vraiment, le temps passe, les jours, les mois, les années passent, le PCT et ses dirigeants qui gèrent l'exécutif, qui tiennent le législatif, qui tiennent le pouvoir judiciaire, ont plongé notre pays vraiment dans une situation catastrophique. La dernière déclaration du ministre des Finances
après tout ce que le président de la République lui-même a dit, sont des preuves incontestables que le pays est dans l'abîme et ils n'ont aucune solution, ils ne proposent aucune solution pour redresser. Ils sont crispés, ils sont accrochés à leurs avantages et ils ne font que défendre leurs avantages. C'est pourquoi vous les voyez en train de faire des déclarations du genre du secrétaire général du PCT qui fait encore des discours obsolètes du genre du monopartisme ou en appelant à défendre l'élection du président, il faut se mobiliser pour élire le timonier, pour élire l'homme du 5 février, l'homme des actions concrètes. Quand j'entends ces mots sortir de la bouche du secrétaire général du PCT, en l'occurrence, M. Pierre Moussa, que j'ai connu en tant que ministre du plan de ce pays, donc celui qui planifiait, qui élaborait les programmes de développement de ce pays, qui a été à la tête de la CEMAC, et puis faire des incantations du genre l'homme du 5 février, l'homme des actions concrètes, bâtisseur infatigable. Aujourd'hui, cette campagne, cette propagande agitatrice, aujourd'hui, pendant que le pays est dans la situation que tout le monde connaît, je ne me reconnais même plus un monsieur Moussa qui était un cadre respectable. Mais voilà, donc, si des personnes comme monsieur Moussa, à la tête du PCT, entourés de gens comme leur porte-parole, celui-là, je ne le connais pas. Mais je croyais quand même qu'au sein du PCT, quand un monsieur comme Moussa arrivait à la tête du secrétariat général, je pensais que quelque chose peut-être allait changer dans la manière de voir et que la gouvernance, puisque c'est le PCT qui induit la gouvernance actuelle, la preuve, c'est qu'ils n'ont jamais condamné tous les déboires que nous dénonçons. Donc, ils cautionnent. Mais mieux, non seulement qu'ils cautionnent, mais ils viennent nous prôner le contraire de ce que nous vivons. Ils disent que le président est toujours l'homme des actions concrètes. Mais comment on peut être homme des actions concrètes et le peuple croupi dans la misère chaque fois plus écrasante? Comment on peut être homme d'action concrète et le ministre des Finances vient dire que le pays est maintenant dans le gouffre financier? Donc, le peuple, nous devons prendre conscience, nous, partis politiques du rassemblement, nous allons finaliser d'ici là, on va faire la déclaration de notre rassemblement et nous allons descendre dans les arrondissements, dans les départements. Nous allons structurer rapidement notre rassemblement, n'en déplaise à l'administration du territoire, mais ils nous ont dit que nos partis ne sont pas dissous, nos partis ne sont pas sanctionnés. Ils nous ont dit conformez-vous à la loi. Comme si eux-mêmes ils se conformaient à la loi. Se conformer à la loi, ce n'est pas seulement demander aux partis d'avoir des représentations. Se conformer à la loi, c'est faire que la gouvernance soit orthodoxe, que les finances publiques soient bien gérées avec rigueur. Et ceux qui volent, on les frappe, on les sanctionne, on applique la loi. Ceux qui détournent, ceux qui tuent, l'insécurité, ceux qui enlèvent des gens en violant la loi, ça, c'est pas le parti politique. Donc, 2026 est un tournant pour notre peuple, où on change, où on sombre définitivement dans le chaos et pour plusieurs années encore. Merci Jean-Pierre Anyangoy d'avoir été avec nous sur R7. Bien, vous avez rappelé Denis Sassou Nguesso, l'homme des actions concrètes, comme le disent d'ailleurs les partisans du Parti congolais du travail. Évidemment, s'il y a une action
concrètes qu'on peut reconnaître à Denis Sassou Nguesso. Au moins, il a conduit le pays à la ruine. Ça, au moins, tout le monde est en train de le constater. En tout cas, grand merci d'avoir répondu à toutes nos questions et d'avoir disposé tout ce temps pour répondre à notre invitation. Je rappelle que vous êtes ingénieur au chef des eaux et forêts, ancien secrétaire général au ministère des eaux et forêts, ancien secrétaire exécutif des aires protégées d'Afrique centrale, président du Parti du peuple, le PAPL. Et donc, à très bientôt. Au plaisir de nous retrouver. À très bientôt, Christian Perrin. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de cliquer sur le petit pouce en l'air et partagez. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci.